Le journal de 7h sur Europe 1. Bonjour Victor Pourchet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tout s'est précipité en quelques heures. Le gouvernement est passé en force sur la réforme des retraites. Réaction épidermique de la rue. Juste après l'annonce du recours au 49.3 d'Elisabeth Borne, des manifestations spontanées et des violences. À Rennes, des voitures brûlées, les forces de l'ordre prises à partie par des tirs de mortier. Des scènes similaires à Marseille ou encore à Nantes et même à quelques encablures de l'Assemblée nationale dans le quartier de la Place de la Concorde à Paris. Bonjour Thibaut Hu. Bonjour. C'est là que vous vous trouvez en direct pour Europe 1. Jusqu'à 6000 personnes dans la capitale hier soir, 217 interpellations et des dégradations en cascade. Thibaut, les riverains se réveillent après une nuit très agitée ce matin. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit d'abord hier soir lors des affrontements entre les CRS et les milliers de manifestants, mais aussi parce qu'en sortant dans la rue ce matin, les passants trouvent des traces de violence de la veille, des palettes brûlées, de nombreux morceaux de verre, des pavés décollés du sol à certains endroits qui ont pu servir de projectiles contre les forces de l'ordre. J'ai croisé Christophe qui habite dans une rue adjacente à la place de la Concorde. Il soufflait agacé des débordements à 2 pas de son domicile. C'est inquiétant quand même, ouais. Déjà quand on sort de chez soi, déjà qu'on voit des poubelles déjà prendre feu ou qui puent déjà à 100 mètres, c'est chiant. Alors si le lendemain on sort et c'est tout brûlé, c'est encore pire. Ouais. Moi j'ai pas envie de prendre un coup de matraque ou un coup de panneau par la gueule pour rien, donc ouais, je m'écarte. Au bout d'un moment, tu mets ta voiture en parking pour éviter les cassages, comme ça. Ils viennent pas pour manifester, ils viennent pour casser. Voilà, vous l'entendez, un ras-le-bol et surtout de l'inquiétude pour certains habitants de ce quartier qui craignent d'autres rassemblements violents, des dégradations et surtout que la tension s'intensifie dans leur rue lors des prochaines manifestations contre la réforme des retraites. Thibaut Hu en direct du quartier de la Place de la Concorde à Paris pour Europe 1. À noter que les syndicats ont appelé hier soir à une nouvelle journée de mobilisation nationale jeudi prochain. Tollé également à l'Assemblée nationale, Victor, et les députés contre-attaquent. En déposant des motions de censure, c'est l'autre possibilité de l'article 49.3, permettre aux députés de faire tomber le gouvernement en réunissant assez de voix dans l'hémicycle. Première à dégainer hier soir, Marine Le Pen, chef du groupe Rassemblement National. Quand le texte ne peut pas réunir une majorité parce qu'il est rejeté par une majorité de Français, il ne devrait jamais voir le jour. Alors nous allons évidemment déposer une motion de censure. Il faut censurer ce gouvernement. Donc non seulement nous déposerons une motion de censure, mais nous voterons l'ensemble des motions de censure qui vont être déposées. Et je pense qu'elles seront relativement nombreuses. 3 sont en tout cas pressenties. La France insoumise doit déposer la sienne. Mais celle qu'il faudra surveiller, c'est celle du groupe centriste Lyotte. Elle pourrait rassembler au-delà des divergences politiques. Toutes ces motions de censure seront examinées lundi. Et au milieu de ce fiasco du gouvernement sur les retraites, il y a le groupe Les Républicains. Pilier de la stratégie de la majorité, c'est leur voix qui devait permettre au texte de loi de passer. Sauf que voilà, non seulement elles se sont avérées trop peu nombreuses, mais en plus, certains députés LR pensent maintenant à soutenir les motions de censure. Alexandre Chauveau, c'est une vingtaine d'élus de droite qui ont fait pencher la balance. Oui, et la crédibilité de la droite aux yeux du gouvernement en sort plus qu'entamée. Plusieurs conseillers à l'Élysée reprochent à Olivier Marleix et Éric Ciotti d'avoir sciemment surévalué le nombre de voix LR en faveur de la réforme, le tout pour masquer l'absence d'autorité sur leurs troupes. Mais Éric Ciotti refuse d'endosser seul la responsabilité du 49.3. La majorité non plus n'était pas unanime. Donc il est assez facile de faire porter aux Républicains cette responsabilité. Les divisions à droite sont pourtant bien réelles. Éric Ciotti annonce hier qu'aucun député LR ne voterait de motion de censure avant d'être démenti dans la foulée par plusieurs élus de son groupe qui affirment ne rien s'interdire. Pierre-Henri Dumont, député LR, opposé à la réforme, veut tirer les leçons de la séquence pour la droite. Nous aurions dû peut-être avoir un contre-projet beaucoup plus fort à présenter et peut-être qu'il y a eu un défaut de discussion entre nous. On a peut-être été négocié un peu trop tôt et donc sur la méthode de négociation, peut-être quelque chose à revoir. Pierre-Henri Dumont qui appelle désormais LR à se mettre d'accord en amont sur les prochains projets de loi, sous peine de voir naître de nouvelles divisions chez les Républicains. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Voilà, et pour tous ces événements politiques, je vous rappelle, à 8h13 sur Europe 1 ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sera notre invitée. 7h05. Les centrales nucléaires françaises en proie aux fissures. EDF a identifié 320 soudures à risque. L'énergéticien qui souhaite contrôler 90% de celles jugées prioritaires d'ici à la fin de l'année. Et puis ce matin, Europe 1 se penche sur un sujet difficile, la fin de vie. C'est le vendredi thématique de la rédaction. Un débat sensible et clivant que le président Emmanuel Macron aborde avec prudence, beaucoup de prudence, à tel point que si la Convention citoyenne doit rendre les conclusions de ses travaux le 2 avril, le président, lui, ne dévoile rien de ses intentions. Ses positions, Jacques Serret, sont même fluctuantes.
Oui, Emmanuel Macron n'a pas de conviction sur la question de la fin de vie. Du moins, il n'en exprime pas et le si peu qu'il peut en dire a régulièrement tendance à se contredire. Chacune de ses déclarations, tant elles diffèrent en fonction des circonstances, laisse entrevoir le doute. Il y a un an, durant la campagne, le président candidat se disait ainsi favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge, autrement dit la dépénalisation de l'euthanasie. 6 mois plus tard, en septembre dernier, même son de cloche, on le fera. La loi, ce sera en 2023, promet alors le président réélu Aline Renaud, militante de cette cause. Mais 2 semaines plus tard, changement de pied radical, le locataire de l'Élysée assure qu'il n'a pas de modèle en tête, qu'il n'a pas de position officielle. Après un déplacement au Vatican et un échange avec le pape François, Emmanuel Macron confie d'ailleurs ses interrogations. Ma mort m'appartient-elle ? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. La semaine dernière encore, le chef de l'État recevait à dîner philosophes, médecins, élus et religieux pour se forger son opinion en attendant les préconisations de la Convention citoyenne. Jacques Serret pour Europe 1. À l'étranger, la Pologne passe un nouveau cap dans son aide militaire à l'Ukraine. Elle va livrer à Kiev 4 chasseurs bombardiers MiG-29. Ce sera la première livraison de ce type d'avion par un membre de l'OTAN. Une décision qui ne change pas la position des États-Unis de ne pas faire de même, explique la Maison-Blanche. Et puis en football, heureusement qu'il y a l'OGC Nice, un dernier représentant français en Coupe d'Europe. Oui, les Niçois qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence en battant les Moldaves du Sheriff Tiraspol, 3-1. Et Cédric Chasseur, c'est une véritable performance pour les Azuréens, avec en prime le poids de tout le foot français sur les épaules désormais. Oui, il faut remonter à 1960 pour retrouver Nice en quart de finale d'une compétition européenne. C'est dire l'attente, mais pour autant, il n'y a pas d'euphorie dans la voix de Jean-Claire Todibo, le défenseur niçois. Quand on a pour objectif d'aller le plus loin possible dans une compétition comme celle-ci, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce genre de choses. On sait qu'aujourd'hui, on a une histoire à écrire et maintenant, il faut le faire au mieux et se concentrer directement sur notre prochain match qui est Lorient. Et si Nice se projette sur le championnat, le foot français regarde lui dans le rétroviseur. Sa 5e place à l'indice UEFA est menacée par les Pays-Bas. Les Aiglons portent donc les espoirs tricolores, même si Julien Sablé, l'entraîneur adjoint, rejette ce point en plus. On ne va pas se mettre une pression nous supplémentaire. Si on va loin, tout le football français sera content, donc on ne va pas se rajouter une pression, on en a suffisamment. Car Nice, 7e de Ligue 1, ne serait pour l'heure pas qualifié pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est toute l'ironie de l'histoire pour des Azuréens qui attendent désormais de connaître le nom de leur prochain adversaire. Tirage au sort à 14h. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, service des sports qui va être mis à contribution. Il y a de la Ligue 1 ce soir. Lyon-Nantes à 21h, ouverture de la 28e journée. Ce sera à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.